Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi ? Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Et ma deuxième alternance, je l'ai fait dans une entreprise qui était beaucoup plus traditionnelle, j'allais dire, beaucoup plus hiérarchique, où je me suis senti beaucoup moins bien. Donc déjà, ça a été une prise de conscience importante pour moi. Ça a été le début de mon apprentissage, en fait, de l'amélioration continue. Donc j'ai conçu ce projet qui visait à former le dirigeant sur quelques jours. Il faut évidemment qu'il comprenne la méthode, il faut qu'il comprenne ce que ça va changer dans son organisation, et il faut qu'il maîtrise 3-4 outils majeurs de direction, et ensuite le reste, il le délègue à un collaborateur, comme je disais tout. C'est extrêmement important pour moi d'avoir toujours cet échange, cette communication, cet effet miroir qu'on se fait. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête de Xavier Médard. Qui est Xavier et pourquoi lui ? C'est très simple. Xavier, après différentes expériences professionnelles, s'est spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises sur la prise de décision. Et oui, la prise de décision, le fameux sujet de ce podcast. Alors quoi de mieux que d'aller vers lui pour comprendre comment, à travers son approche, il fait et comment lui prend ses décisions. Je vous propose donc d'embarquer dans la tête de Xavier. Bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour François. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. Heureux d'être avec toi. Le plaisir est plus que partagé. On a déjà un peu échangé avant le podcast et je suis assez persuadé que le podcast va être très intéressant. Donc j'ai hâte. Déjà merci d'avoir accepté l'invitation et je voulais également, juste avant qu'on rentre dans le sujet, remercier Sébastien qui nous a mis en relation, et donc un grand merci à lui pour la mise en relation. Je vais rentrer directement dans le sujet. Je vais proposer peut-être que tu te présentes, comme ça on sait qui tu es, ce que tu fais et tout ça. Je m'appelle Xavier Médard, je co-dirige une entreprise qui s'appelle Sens & Co et qui accompagne les entreprises dans leur transformation, dans leur évolution, au niveau management, au niveau organisationnel. Ok. Comme toujours, je ne vais pas avancer trop sur le sujet parce qu'on va y revenir. Je sais qu'on va y revenir dans un peu de temps. Je voudrais remonter un peu dans ton histoire professionnelle parce que tu n'as pas toujours été entrepreneur, sauf erreur de ma part. Non, pas toujours. Non. Si on remonte, je crois, dans les années 90, sauf erreur de ma part, tu as commencé ta carrière plus dans le secteur commercial. C'est ça ? Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené déjà dans ce milieu commercial ? Pourquoi tu as comment tu es arrivé dans cette première expérience ? En fait, lorsque j'ai fait mes études, j'étais plutôt un généraliste. J'avais pas de domaine de compétences techniques, scientifiques particulières. Et donc, assez naturellement, je me suis orienté vers une école de commerce, une école de management, dans la mesure où c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes en fait du milieu de l'entreprise et j'aime beaucoup ce milieu de l'entreprise. Donc, ça me paraissait assez logique de faire ce type d'études à la fois généralistes, mais qui permet de scanner les différents métiers d'une entreprise. Et donc, tu étais où en école de commerce ? J'étais à Angers, à l'ESCA d'Angers. Ok. Et donc, tu fais tes études de commerce et après, tu commences chez Kraft Food, sauf erreur de ma part. C'est ça, je commence à faire une alternance. Là aussi, le choix d'être très pragmatique, opérationnel, aller tout de suite découvrir le monde de l'entreprise. Et je découvre cette entreprise de culture américaine, de culture très participative. Et donc, je passe 6 mois extra dans cette entreprise. Ok. Et là, tu commences ta vie professionnelle chez Kraft Food, en fait. C'est ça, c'est ma première vraie grosse expérience. Il se trouve que c'est effectivement dans le domaine du commerce. Alors, c'est pas du commerce pur, mais je suis sur le terrain et je rencontre des gens et ça me plaît bien. J'aime bien cette vie un peu de nomade. Ok. Je vais revenir sur tes années d'école de commerce où elles ont la réputation, les écoles de commerce aussi, de beaucoup former au raisonnement et à la prise de décision.
Est-ce que toi, c'est un constat que tu partages ? J'ai trouvé que les écoles de commerce, enfin l'école de commerce dans laquelle j'étais, était surtout là, enfin, avait comme biais plutôt formaté. Okay. Sur la prise de décision, j'ai moins cette impression-là. En tout cas, moi, ce qu'elle m'a servi, c'était de comprendre l'entreprise de manière globale et de faire les liens entre les différentes matières, que le marketing était interdépendant du commerce, que la comptabilité permettait de regarder d'une autre manière l'entreprise pour avoir un diagnostic différent de la manière dont ça se passe dans une entreprise. Donc, moi qui aime bien cette vision globale, ça m'a beaucoup nourri en fait sur les ponts et les liens qu'on peut faire entre les différents services. C'est surtout ça que je retire de l'école de commerce. Ok. Et c'est un constat que je pense a dû t'aider beaucoup dans le domaine entrepreneurial après, parce que c'est vrai que quand on touche au domaine entrepreneurial, on fait très vite beaucoup de choses. C'est ça permet de ne pas être hyper spécialisé, mais de ne pas tomber nez nu quand on se retrouve un jour confronté à des réalités, qu'elles soient financières, de l'ordre de la communication, de l'ordre du marketing. On a ce vernis global et si on a besoin, on peut aller chercher après des spécialistes qui nous accompagnent, un expert comptable, une entreprise partenaire, etc. Donc moi, c'est vraiment ce côté un peu chef d'orchestre qui m'a plu et qui me sert encore aujourd'hui. Ok. Je reviens sur ton passé professionnel. Comme on discutait avant, donc tu as commencé chez Craft Food, tu as évolué chez Craft Food, ensuite tu as eu une autre expérience et qui était toujours dans le commercial, se faire de ma part, je dis beaucoup se faire de ma part, je vais arrêter de dire ça. Donc et puis à un moment il y avait une évolution, un changement. Tu es passé sur un poste qui est plus de l'accompagnement chez OTO. Pourquoi cette évolution ? C'est assez, pas étrange, mais il y a une évolution. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce biais-là ? Il y a deux choses. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, chez Craft, on avait une culture très participative, très ouverte, basée sur la confiance, et je me suis beaucoup épanoui dans cette expérience-là. Et ma deuxième alternance, je l'ai fait dans une entreprise qui était beaucoup plus traditionnelle, j'allais dire beaucoup plus hiérarchique, où je me suis senti beaucoup moins bien. Donc déjà, ça a été une prise de conscience importante pour moi. Je suis revenu chez Craft après et je suis allé dans la grande distribution en me disant que la grande distribution, et c'est pour ça que je parle peut-être un peu de formatage, était la meilleure école de vente, etc. Et en fait, je me suis pas plu dans la vente. Okay. La relation tendue dans la grande distribution ne m'épanouissait pas. Et j'avais, étant donné cet aspect, cette curiosité globale et cet amour de l'entrepreneuriat, je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu de prisme. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de devenir, on appelle ça délégué, on va dire directeur, d'une association d'industriels qui ne cherchait pas un profil comme le mien, il cherchait plutôt un profil d'assistant. Mais je me suis dit que c'était pour moi une excellente possibilité de tester si j'étais capable, si j'avais envie et si j'étais capable de piloter à minima un centre de profit, voire une entreprise. Ok. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes cette envie ou cet attrait pour l'entrepreneuriat. Ça te vient d'où ? Probablement que ça vient nourrir certaines de mes valeurs, cette notion de responsabilité, cette notion de liberté, ma créativité aussi, la partie globale en fait, vu que je ne suis pas spécialisé, je me sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt comme un chef d'orchestre. J'aime l'autre, donc du coup je me dis mais on peut sûrement faire des belles choses ensemble quand on arrive à conjuguer des talents et c'est ça que je vois comme mission d'un chef d'entreprise, c'est d'associer des personnes qui sont chacun meilleurs que moi ou meilleurs que lui dans chacun de leurs domaines, mais d'arriver à créer cette alchimie, cette symphonie en fait, cette harmonie, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai été attiré par ce métier. Ok. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui qui t'a poursuivi parce que, comme j'ai pu regarder un peu quand je me renseignais, chez OTO,
tu as non seulement développé l'association, enfin cette association, mais tu as également créé des nouvelles, je ne sais pas comment les appeler, mais des offres de services. Des offres de services, voilà. Ben, tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où ce que j'ai appris en commerce m'a quand même beaucoup aidé tout au long de ma vie. Quand je suis arrivé totalement par hasard dans cette association, on m'a demandé d'augmenter le nombre d'adhérents. Et donc j'ai commencé par regarder qu'est-ce que j'avais à leur proposer. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, surtout dans un milieu que je ne connaissais pas, un milieu d'ingénieurs, au sein d'une filière, la filière automobile, qui a ses propres codes, sa propre langue. Et donc, un de mes premiers réflexes, ça a été de dire, bon, il faut que je développe des services. Et j'ai commencé par mener une action collective qui avait comme mission de réunir des entrepreneurs au sein de la filière automobile, donc souvent des dirigeants de TPE ou de PME de la filière automobile qui étaient déjà fournisseurs, et les accompagner dans la réflexion autour de leur stratégie. On était à l'époque en 2006-2007 dans des grandes vagues d'externalisation de la filière automobile, d'internationalisation. Il fallait aller dans les pays à bas coût, il fallait baisser les coûts. Et donc cette action, on appelait ça une action collective, cette action collective a été pour moi un révélateur, parce que j'ai vu qu'il y avait des consultants et des entrepreneurs ou des dirigeants, mais qu'en fait la valeur ajoutée que j'ai vraiment captée, c'était l'échange entre pairs, créer les conditions de la confiance pour qu'il y ait de la porosité entre les personnes, qu'elles se partagent des trucs et astuces, leur manière de faire, etc., et qu'elles s'apportaient presque plus, entre guillemets, que le consultant. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de valeur dans une association, parce qu'on est bien là pour associer et donc faire ensemble. J'aime beaucoup ce concept, parce que ça va beaucoup à l'encontre de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est, alors surtout dans beaucoup de grandes boîtes, qui est d'aller chercher du consultant, en fait. Aujourd'hui, les boîtes de consultants, il y en a plein. Pour dire, moi-même, je suis consultant sur des sujets parfois techniques sur le digital, mais on va vite chercher, alors que c'est vrai que cet échange, et moi je l'ai remarqué quand j'étais entrepreneur, et aujourd'hui un peu moins, parce que en tant que salarié, et je le déplore assez sur LinkedIn, on a trop peu d'échanges entre managers de différentes entreprises, même si ça existe un peu. Mais moi, quand j'étais entrepreneur, je retrouvais dans ces associations d'entrepreneurs des échanges hyper riches. Et tu vois, quand tu me parles de cette expérience, en fait, je me dis, ouais, c'est top, quoi. Alors c'est top, il y a beaucoup de réseaux, en Bretagne il y a beaucoup de réseaux, c'est très riche, donc je crois que les dirigeants sont très nourris à ce niveau-là. S'ils veulent, ils peuvent trouver, je pense, un réseau qui leur correspond. Ce que j'ai remarqué également, c'est que en fait, et ça a été le cas du deuxième projet que j'ai monté, qui s'appelait Otéoline, c'est que finalement le dirigeant ne peut pas tout faire. Il peut capter au travers des réseaux qui font appel à des spécialistes, et les consultants sont importants parce qu'ils ont un vrai savoir-faire, ils transmettent, ils éclairent, ils montrent quelque part ce champ des possibles. Une fois qu'il y a ça, comment est-ce que moi, dirigeant, je transmets à mes équipes ? Parce que moi j'y étais, mais pas les autres. Et en fait, dès ce deuxième projet, je me suis dit qu'il fallait que les dirigeants aient sur un domaine qu'ils avaient décidé de déployer dans leur entreprise une courroie de transmission. Donc un collaborateur qui était motivé par ce projet-là et qui était peut-être, entre guillemets, plus fiable que le dirigeant, parce que vu qu'on est sur 15 000 sujets à la fois tous les jours, finalement on n'est pas rigoureux. Par contre, on voit peut-être déjà la finalité, on voit où ça peut nous emmener, mais entre le rêve et la mise en mouvement, on a besoin d'alliés, en fait. On a besoin de personnes dans l'entreprise qui vont avoir cette mission-là. Et en fait, c'est cette courroie de transmission-là qui me plaît, et je trouve qu'il y a un peu moins, il y en a, mais il y a un peu moins de réseau pour les niveaux 2, quelque part, des entreprises, pour ce que j'appelle les courroies de transmission. Complètement. Je peux que être d'accord, parce que c'est comme je le dis, moi j'ai déjà un peu déploré, et j'en discutais avec pas mal de monde, et il existe des réseaux. Je vais pas dire le contraire, mais je trouve qu'il manque beaucoup de ce qu'on a, ce que toi t'appelles au niveau des chefs d'entreprise, il manque beaucoup ça au niveau des équipes de managers, même de salariés tout court. Je trouve que il y a un vrai manque sur ce point-là. Il faudrait y résoudre. Un projet d'autant plus. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un peu le prisme que j'ai choisi justement pour apporter une alternative sur le territoire. Ok, avec plaisir. Mais je te propose peut-être même de l'aborder maintenant.
vous proposez, alors Sensenco, vous proposez justement d'accompagner les dirigeants, mais pas que, sur plein de sujets notamment. Alors, pour expliquer ce qu'on fait, peut-être que je vais revenir un petit peu sur Othéo, et ça fera la transition, parce qu'en fait, Sensenco est quelque part une émanation en fait, de ce qui s'est passé chez Othéo. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai vu dans la force, la puissance de rassembler des pairs, de rassembler des homologues de chacune des entreprises ensemble, parce qu'ils partagent énormément, ils partagent leur savoir et leur savoir-faire, et ça n'a pas de prix en fait. Donc ça a été ma première découverte, et ma deuxième découverte, ça a été lorsqu'un de mes administrateurs, Rémi Henriet, m'avait dit « Xavier, il faudrait que tu te penches sur le lean ». Moi, je ne savais pas ce que c'était le lean, c'était pas quelque chose qu'on voyait dans des écoles de commerce. Et donc, je me suis renseigné. J'ai rencontré pas mal de consultants qui avaient une vision très descendante du lean, très outil. Ça me plaisait pas. Et j'ai rencontré un jour une personne qui a compté beaucoup pour moi, qui s'appelle Gilbert Liégeois, qui était à l'époque le président d'une association justement qui emmenait les entreprises à déployer le lean management, mais qui le faisait. Il m'a parlé de Kaizen plus respect. Donc Kaizen, c'est le bon changement en japonais, donc c'est les petits pas, l'amélioration continue, et cette notion de respect qui était très importante. Et c'est là où il me disait, il faut que le changement vienne du terrain. Et donc dans un principe de subsidiarité, faire confiance aux gens du terrain, faire en sorte qu'eux-mêmes soient en capacité, soient mis en confiance et en responsabilité pour pouvoir faire les choses. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Donc j'ai monté cette action collective. La petite anecdote que je trouve toujours très, très marrante, c'est je lui ai dit, moi j'avais une opération avant qui était sur étagère, qui était toute faite et que j'ai déployée. Est-ce que tu peux me donner ton opération que tu fais à Lyon et je la déploie, je fais un copier-coller, je la déploie en Bretagne. Il m'a dit non, sauf à ce que tu me prouves que les problèmes des entreprises bretonnes sont les mêmes que celles des entreprises de Lyon. Il va falloir que tu inventes ton propre système qui te permettra de répondre vraiment aux besoins de tes clients. Et le lean, c'est mettre les clients au centre. Et donc, ça a été le début de mon apprentissage, en fait, de l'amélioration continue. Donc, j'ai conçu ce projet qui visait à former le dirigeant sur quelques jours. Il faut évidemment qu'il comprenne la méthode, il faut qu'il comprenne ce que ça va changer dans son organisation, et il faut qu'il maîtrise 3-4 outils majeurs de direction, et ensuite le reste il le délègue à un collaborateur, comme je disais tout à l'heure. Et là l'idée c'est de dire on a à l'époque 4 jours de formation du dirigeant et on avait 16 jours de formation du lean manager. Et là c'est pareil, je me suis dit, à l'époque, je voyais des consultants qui venaient dans les entreprises, qui tordaient un peu les organisations, puis quand ils partaient, les organisations, à mémoire de forme, reprenaient leurs droits et donc redevenaient comme elles étaient avant, et on avait ces vestiges un petit peu de lignes qui n'avaient pas pris, en fait. Cette greffe n'avait pas pris. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire rentrer des consultants à l'intérieur des entreprises, faisons sortir les collaborateurs, créons justement cette notion d'inter-entreprise, et donc on va former 5, 6, 8 lead managers de 5 ou 8 entreprises locales, et à chaque fois ils rentreront chez eux et ça sera eux quelque part les consultants internes qui généreront le changement chez eux. Ça ne veut pas dire qu'on refuse le conseil, au contraire, ils peuvent se faire accompagner par un consultant, mais on va dire que moi dans ma représentation, le consultant doit tenir le vélo, éventuellement tenir la selle, le temps que le lead manager apprenne à pédaler tout seul, mais il doit gagner cette autonomie. Sinon, c'est l'entreprise dépendante et non pas l'entreprise apprenante. Pour moi, c'est fondamental, ça fait partie du patrimoine, c'est moins bien valorisé dans le bilan des entreprises, c'est dommage, il est un peu trop financier, mais cette notion d'entreprise apprenante est fondamentale, et donc on doit transférer, nous, la connaissance pour que les entreprises fassent leur propre ligne et pas un copier-coller de ce que faisait Toyota, parce que de toute façon les entreprises bretonnes, notamment les PME, TPE, n'ont pas les problèmes de Toyota. Donc ça me paraît juste logique de proposer cette alternative à ce qui se passait sur le territoire. Et le fait d'être quand tu fais rentrer un consultant qui va être avocat de changement, n'a sûrement pas le même impact quand c'est un salarié qui a été formé et accompagné par le consultant, comme tu le disais, et qui va pouvoir, sur une beaucoup plus longue période, faire adapter les changements, être un vrai avocat au sein de l'entreprise, en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, il va s'équiper de nouvelles méthodes à l'extérieur, il revient et il essaye de les déployer chez lui.
c'est pour ça que dans cette formation, on avait à la fois de méthode et des outils, mais on a tout de suite intégré cette notion d'accompagnement du changement. Qu'est-ce qui va se passer dans l'organisation ? Quelle résonance ça va avoir ? Il y a des gens dans l'entreprise qui vont être très contents parce que c'est enfin une méthode qui permet d'eux, et puis d'autres qui vont être plutôt freins, qui vont dire mais moi j'aime pas le changement, parce que le changement c'est toujours quelque chose qui fait peur, et donc pourquoi je changerais ? Et puis c'est la 5e fois qu'on me demande de changer, et puis à chaque fois en fait ça revient comme avant, il n'y a pas de suite, comme tu dis. Donc effectivement ce changement ne vaut que si il est dans la durée. Et donc pour qu'il soit dans la durée, vu qu'on ne peut pas payer durablement un consultant, c'est très cher, il faut effectivement qu'on ait finalement ce chef d'orchestre qui va faire, mais surtout qui va faire, comme disaient les aubristes, qui va faire en sorte que les choses se fassent. Et je suppose que dans ce cas de figure, la relation entre le chef d'entreprise et le lead manager, tout à fait, doit être hyper importante, parce que si le changement n'est pas porté assez par le dirigeant, ça doit être catastrophique. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on crée vraiment un binôme. On a dans notre jargon ce qu'on appelle des rituels, donc il faut mettre des rituels à fréquence régulière, à eux de définir quelle fréquence. Au départ, c'est peut-être un peu plus intense, et puis après, ça se distance, c'est peut-être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, peu importe, mais on a besoin effectivement d'avoir un binôme très, très fort entre le dirigeant qui fixe la direction, et puis le lead manager qui va plutôt non pas sur le why, mais sur le how, donc comment est-ce que je fais ? Et après, il emmène les collaborateurs qui, eux, vont faire le what, le faire au quotidien, en modifiant leur manière de collaborer, de coopérer, de faire ensemble. D'accord. Et j'en reviens un peu à ton expérience professionnelle, parce que comme tu m'as dit, tu as développé ça, cette philosophie et cette approche chez Othéo. Et ce que tu me disais, c'est que chez Sensenco, c'est aujourd'hui la résultante. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi ce basculement d'être salarié, je suppose que tu étais salarié, à entrepreneur? Parce que c'est une bascule quand même qui est, et je le dis dans tous mes podcasts, souvent c'est une bascule qui n'est pas minime en fait, c'est un gros changement de vie, pour moi je l'ai vécu comme ça. Qu'est-ce qui toi t'a provoqué cette volonté de changement? Probablement ce besoin de liberté. D'abord parce que en fait la filière automobile, j'étais dans la filière automobile, et la filière automobile avait comme objectif d'accompagner les entreprises de la filière automobile. Or il commençait à y avoir des entreprises, des Cadieux, des Carl Zeiss et autres, qui avaient envie de découvrir un peu ces méthodes-là, parce qu'elles savaient qu'il y avait vraiment des potentiels de performance complémentaires. Et à un moment donné, quelque part, Othéo était devenu presque trop petit, entre guillemets, pour accueillir vraiment cette dynamique régionale, interrégionale, parce que j'étais même sur plusieurs régions à l'époque. Et donc, l'association n'avait pas non plus comme raison d'être un hyper spécialiste du lean. Ils étaient là pour aider les entreprises à rester dans la filière automobile et en adoptant des méthodes. Donc il y avait aussi beaucoup de choses autour de la logistique, autour des achats, etc. Moi, des sujets qui ne m'intéressaient pas autant que cette dynamique qu'on avait réussi à créer et ces retours clients qui étaient extrêmement positifs. Donc j'ai ressenti à un moment donné que, et on avait des clients qui voulaient faire cette transformation, qu'il était temps peut-être que je propose quelque chose qui me permette d'aller là où je voulais aller. Peut-être aussi que j'étais pas suffisamment conscient de ce que était le métier chef d'entreprise et de tous les aléas. Pour les jalets, tout ça. Et tant mieux, sinon peut-être qu'on se lancerait pas. Ah oui. Peut-être aussi un besoin de prouver aussi, un besoin de reconnaissance. Hein. Ça fait partie des choses aussi, si je suis honnête, de dire et si on proposait autre chose. Il y a depuis tout petit. J'ai quelque part une incompréhension du monde tel qu'il est, où on met beaucoup de choses dans les silos, on est sur des modèles de pensée uniques, on a une éducation nationale où on va mettre des matières les unes à côté des autres, mais on ne crée pas le lien, on a un système éducatif, même au-delà de l'éducation nationale, qui ne va pas chercher finalement qui je suis, on ne cherche pas à m'apprendre qui je suis, on me dit voilà qu'est-ce que tu veux faire, mais si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas forcément ce que je veux faire. Donc peut-être d'abord apprenons à comprendre comment on fonctionne, comment fonctionnent les autres, et après on trouvera. De toute façon, on avait à l'époque des
générations qui passaient leur vie professionnelle dans la même entreprise, sur un seul métier. Ensuite, on a eu des gens qui passaient leur vie professionnelle dans la même entreprise, mais à faire plusieurs métiers, et ensuite à faire plusieurs entreprises. Aujourd'hui, l'important, c'est d'apprendre à apprendre, à désapprendre, à réapprendre. Il y a certains qui ont plusieurs métiers dans leur carrière, qui ont découvert plusieurs spécialités, qui se sont découverts au fur et à mesure, et qui sont beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'ils l'ont été. Moi, le premier, cette aventure commerciale ne me nourrissait pas. L'aventure entrepreneuriale me plaît énormément et me donne l'énergie de pouvoir essayer de proposer cette alternative, proposer de faire différemment et d'emmener les entreprises ou les entrepreneurs qui sont un petit peu comme moi ou comme nous, parce qu'on est plusieurs dans l'entreprise, à vouloir faire autrement. Parce que le monde change, les aspirations des gens qui arrivent des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sont différentes, et quelque part, notre mission n'est pas de faire comme ça a toujours été, mais c'est de créer la culture d'entreprise qui attire les talents et ensuite qui garde les talents, parce qu'il ne suffit pas de les attirer, sinon on est dans du marque employeur washing, mais plutôt vraiment quelque chose de sincère, et ça passe par d'autres méthodes d'organisation, d'autres méthodes de management, d'autres méthodes de faire ensemble, et c'est ça qui m'intéresse. Et si j'entends, ce que j'entends en fait imprègne vraiment aujourd'hui Sensenco, et c'est ça que tu portes à travers Sensenco en fait. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, c'est une alternative. On propose une démarche globale, une démarche qui casse les silos, qui fait plutôt de l'horizontalité, qui permet aux différents services de se synchroniser, à l'information de circuler dans l'entreprise, à aller sur un principe de subsidiarité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que celui qui fait sait des choses, donc celui qui est manager est au service de celui qui crée la valeur ajoutée. Celui qui crée la valeur ajoutée, c'est souvent celui qui est sur le terrain. Quand vous achetez une voiture, c'est ce que j'ai découvert dans l'automobile, qui est 15 strates de management ou une, c'est pas, quelque part pas votre problème. Par contre, celui qui tord la tôle, celui qui fait la soudure, ça apporte de la valeur au client. Donc là aussi, remettons un peu l'église au milieu du village. Il n'y a pas un métier qui est plus, enfin, un niveau hiérarchique qui est plus important qu'un autre ou que le terrain. Il faut faire ensemble, tout le monde doit être important, mais à sa juste place. Et c'est souvent, moi, je trouve, une incompréhension qu'on a en disant quand on passe manager, des choses comme ça, et moi-même j'ai dû avoir cette évolution-là, c'est de se dire je vais être entre guillemets, alors ça se voit, je fais des grands guillemets avec les doigts, on est entre guillemets supérieur aux gens qui font de la production. Et en fait, moi je trouve que c'est tout à fait l'inverse, où, comme tu le dis, le manager est au service, doit rendre la vie la plus facile à l'équipe qui fait la production. Et moi je trouve que je suis assez d'accord avec ce constat, dans le sens où en fait il y a vraiment une mauvaise conception de ces gens-là, et on croit que en fait le manager c'est le donneur d'ordre. Mais en fait pas du tout. Non, il doit créer les conditions. J'aime bien la phrase de Deming qui a emmené beaucoup de management participatif chez Toyota, qui disait enlever, il y a 14 points de Deming, et un de ceux-là, c'est enlever tout ce qui empêche vos collaborateurs d'être fiers de leur travail. Et donc j'imagine que le chef d'orchestre n'est pas le meilleur soliste de l'ensemble des instruments de son harmonie. Donc c'est pas ça son métier. Son métier, c'est de faire briller les yeux. Il y a un super TEDx d'un chef d'orchestre qui disait « Who am I being that my players' eyes are not shining ?» Je dois faire briller les yeux de mes collaborateurs, je dois les emmener, je dois faciliter leur travail, je dois créer la coopération, encore une fois. C'est ça le job du manager. On a beaucoup vu dans les entreprises des très bons techniciens qui montaient. Ils étaient contents parce qu'ils étaient quelque part mieux rémunérés, donc c'est important aussi, on a besoin de ça pour sa famille, ses enfants, etc. Et pour autant, en tant que manager, c'était pas forcément sa passion c'était la technique. Et il y a quelque chose là qui me perturbe en fait. Un manager peut être consciemment incompétent. Moi, quand j'étais dans l'automobile, j'étais consciemment incompétent, donc j'étais pas dogmatique. Et je faisais en sorte de faire émerger de mes administrateurs ou de l'ensemble des adhérents ce qu'ils avaient envie, et après me mettre à leur service. Je reprends l'exemple de Rémi sur le Lean. Moi, je savais pas ce que c'est, donc c'était pas à moi de dire qu'il fallait faire ça ou ça. Par contre, si quelqu'un me dit ça serait bien, j'étudie, je regarde, et ensuite comment créer les conditions et emmener tout le monde vers ça, quoi. Et comment toi ça t'est arrivé? Parce que c'est une certaine manière de penser.
de se dire, ok, moi je sais pas forcément, je vais apprendre et c'est quand même une certaine manière de penser qui n'est pas pour moi très courante. Comment toi tu en es arrivé à ça en fait? Intrinsèquement, la conformité n'est pas quelque chose qui me caractérise. Donc, encore une fois, en répondant aux questions d'avant, je comprends pas forcément la manière dont tout fonctionne. C'est pas ce que je vois. En fait, c'est pas là-dedans que j'ai envie de vivre. Donc, je sais pas. C'est naturel. On est tous différents, même si on nous met dans les mêmes cases. C'est ça qui est dommage. J'ai une anecdote. Un jour, j'avais un garage un petit peu en tôle à enlever chez moi, et on avait proposé justement à des entreprises de la filière automobile, à des opérateurs, de donner ce garage, mais il fallait venir le démonter. Et moi, je m'étais dit, oh là là, démonter un garage comme ça, il va falloir 2 jours. En une demi-journée, tout était rangé, calé, numéroté dans la voiture, dans les remorques, et à midi, on a mangé ensemble. J'aurais jamais été capable de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des talents que moi j'ai pas. Il y a d'autres ouvriers qui courent sur une pelouse, peu importe le sport, et qui sont extrêmement bien rémunérés et qui sont des stars. Donc, c'est là où il y a quelque chose que je comprends pas dans le milieu de l'entreprise. Donc, regardons les choses différemment. C'est pas une question de niveau, c'est pas une question. Les managers sont pas au-dessus. Ils doivent contribuer à créer les conditions pour. Ils ont une responsabilité, évidemment. Ils prennent plus de hauteur. Ils ont des informations que les opérationnels n'ont pas. Donc, quelle est la responsabilité de chacun sur son métier, à son niveau, et comment on interagit intelligemment ensemble pour que l'ensemble de cette organisation en fait soit la plus fluide possible pour s'adapter, surtout dans une période comme on traverse actuellement avec des changements de plus en plus rapides, etc. S'il y a un pouvoir de décision centralisé, on voit bien que ça marche moins bien. Je prends un exemple. Le corps humain, il n'y a pas que la tête qui pense. D'ailleurs, on a prouvé qu'il n'y a pas qu'un cerveau, on en a plusieurs. Donc, il faut repenser les choses de manière plus globale, se faire davantage confiance, mettre en place des systèmes qui permettent à l'organisation et aux différents membres de l'organisation de co-designer cette structure. Les managers ou direction peuvent apporter des méthodes, ils vont dans des réseaux, ils vont dans des formations, ils peuvent contribuer, mais c'est le faire avec qui est important. D'accord. Et comment tu amènes, et là je vais me rapprocher de votre activité d'aujourd'hui, comment tu amènes ce point de vue à une équipe bien établie et encore bien établie aujourd'hui, ça pourrait être discutable, mais une équipe bien établie qui a subi notamment ses consultants et qui voit une nouvelle entreprise arriver avec une vision différente et qui se disent ok, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Alors subir des consultants, oui et non. Encore une fois, il y a des consultants formidables, comme il y a des managers formidables, et puis il y en a qui sont moins dans... En fait, quand on a commencé à faire ces formations autour du lean management, on a fait prendre conscience aux organisations que, là encore, c'est la systémie. On va changer la culture de l'entreprise. Donc, quand les lean managers venaient voir les managers opérationnels et leur disaient on va faire autrement, il faut qu'on se mette en flux, il faut qu'on se mette plus en ligne, il faut que ça soit davantage fluide, etc. On va casser un petit peu les silos des organisations. Il y a certains managers qui comprenaient pas, en fait, qui étaient dans la difficulté. Et donc, des lean managers sont venus nous voir, étant donné qu'on est... En fait, on anime une communauté. Ils nous disaient, moi j'ai un problème à tel niveau, à tel niveau. Donc, du coup, on a rassemblé quelques clients. On a pris un formateur, Vincent Lovenbruch, et on lui a dit, comment est-ce que tu peux mettre en place une formation pour donner du sens à ces managers. Et donc, on a créé une formation complémentaire pour le niveau des managers opérationnels qui est clé dans une organisation, pour que, pas tous, mais ceux qui avaient peur, ceux qui avaient des freins au changement, viennent, passe une semaine à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, que l'attitude du chef ancestral n'est plus forcément ce qu'il faut aujourd'hui. Donc comment oser en fait manager tout court pour certains ou manager différemment pour d'autres. Et c'est là où on a bâti cette deuxième formation. On a eu beaucoup de succès sur cette formation qui a été une des formations phares, parce que forcément il y a 1, 2 ou 3 lead managers dans une entreprise. Par contre, il y a beaucoup de managers intermédiaires. Et là, des managers intermédiaires sont revenus nous voir en disant c'est génial, mais si j'arrête de cheffer,
de faire le chef comme avant, les gens du terrain ne sont pas formés, ils ne savent pas en fait ce qu'ils doivent faire. Donc on a mis en place un autre niveau de formation qui était pour les opérateurs de production à l'époque, pour leur dire, ben voilà, vous êtes confrontés à des problèmes, vous avez des cailloux dans la chaussure toute la journée. Les cailloux ne viennent pas de vous, vous n'êtes pas coupable, ils viennent de l'ensemble du système. Par contre, ils se voient en production. On voit des stocks, on voit des gens qui courent dans tous les sens, etc. Comment est-ce que vous pouvez, grâce à de la formation, grâce au fait de comprendre ces nouvelles méthodes, résoudre vous-même vos problèmes? Et dans l'amélioration continue, on dit les problèmes doivent être résolus le plus bas possible. Sauf qu'on valorise beaucoup les pompiers, ceux qui solutionnent, ce sont un peu les stars. Il y a eu un problème, j'ai réussi à le résoudre, etc. Il y avait le feu, etc. Ok, mais le bûcheron, il est encore plus important. C'est-à-dire, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas le feu? Comment faire en sorte que ce soit logique? C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le mode normal, et quand il y a un aléa, on a aussi réfléchi au mode dégradé, au mode anormal, et on a là une équipe qui va se mettre en place et qui va être capable de réagir. Et puis après, une fois que la réaction et le problème sera résolu, on reprendra le cours normal de l'activité. C'est un petit peu ça la philosophie. D'accord. Donc il y a un vrai accompagnement sur toutes les strates, en fait, pour que chaque strate ne se sente pas abandonnée. Oui, c'est vachement intéressant. Toutes les strates et tous les services. Parce qu'encore une fois, j'ai un exemple, dans une entreprise, une comptable devait facturer les clients au fur et à mesure de l'avancement de la production, mais elle courait toujours après l'information de où est-ce qu'on est, à quelle étape en est la production. Le jour où elle a vu qu'on avait emmené les équipes de production, bureau d'études, logistique et autres, à faire des rituels et à communiquer l'état d'avancement, elle s'est dit, moi si je participe à cette réunion, j'ai plus besoin de courir partout, je vais entendre ce que mes collègues disent. Donc là encore, il faut faire on prône davantage de transversalité, davantage d'horizontalité. Il faut que chacun ait la bonne information au bon moment. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de rapport client-fournisseur interne. Je peux parfois être le fournisseur, donc je dois une information ou un produit à quelqu'un, et parfois je suis client. Donc il faut aussi que je dise à mon fournisseur de quelle information j'ai besoin, quel est le niveau d'information, pour pas qu'il m'en donne trop, parce qu'on aura perdu du temps, ou pas assez, parce que du coup je pourrais pas faire ma tâche. Donc c'est à la fois au niveau effectivement des différentes strates, comme tu le dis, mais c'est aussi entre les services. Et si j'en viens un peu à la prise de décision, parce que aujourd'hui tu présentes un résultat alors qui est sûrement en évolution encore, mais déjà bien établi, avec une méthode de pensée. Ça fait plus d'une dizaine d'années que vous faites ça. Je t'avais dit que j'allais plus le dire. Zut. Mais tu vois, tu me disais tout au début de ton intervention, c'est on a eu ce problème, donc on a décidé de faire ça comme ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta vie d'entrepreneur, de dirigeant, de manager, tu as une méthode pour aborder les problématiques ou prendre des décisions? Alors oui, pour ça il faut que je continue un tout petit peu mon histoire, okay. Parce que là on est encore au début de Sensenco, et un jour je recroise, parce qu'on ne s'est jamais vraiment quitté depuis 2007, Alban, qui est devenu mon associé, et qui est revenu en apportant des méthodes qu'elle avait appris sur son parcours de vie, des méthodes d'intelligence collective. Et en fait, lorsque je disais, on a notre ligne manager, après on a les managers intermédiaires, ensuite on a les opérateurs et on met de la transversalité. Les problèmes remontent. C'est-à-dire qu'en fait, la hiérarchie commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe, notamment au niveau du CODIR, où chacun, normalement, est patron de son silo et voit qu'il y a de la transversalité, et donc ils perdent eux aussi leurs repères. Là, ça touche à l'ego, ça touche au rapport au pouvoir, au rapport à tout un ensemble de choses, et j'avoue qu'à l'époque, j'étais un peu démuni. Autant les méthodes de lean management aidaient très facilement, entre guillemets, à déployer cette méthode de subsidiarité, de coopération au niveau opérationnel, mais j'étais désarmé au niveau des top managers. Et lorsqu'Alban est revenu et il nous a dit, tiens, j'apporte ça dans ma besace, on s'est dit, mais c'est génial, tu nous apportes la deuxième phase de la même pièce en fait. Et ces outils d'intelligence collective, non seulement elle les emmenait, mais elle les emmenait avec une grande profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, ces outils-là permettent justement de faire des prises de décision. Elles permettent, par exemple, de dire, on va rassembler des équipes. Encore une fois, il faut faire du collaboratif.
je peux prendre une décision tout seul dans mon coin. Mais il y a un biais, c'est que je ne vois l'entreprise et la situation que par mon prisme et par mes biais. Si je rassemble autour de la table des personnes qui sont à différents niveaux de l'entreprise, dans différents services ou dans différents métiers, alors on va avoir une vision 360 de la problématique qui va être beaucoup plus riche. C'est là où viennent ces outils d'intelligence collective, parce que sinon on fait ce qu'on appelle une réunion, on met des gens autour de la table, et puis il y a ceux qui ont un peu plus de charisme, qui vont parler un peu plus, puis les taiseux qui vont moins parler. On sait ce qui marche et ce qui marche pas. C'est très bien, mais ça a des limites. Là, l'intelligence collective permet d'aller vraiment répartir les temps de parole autour de l'ensemble des personnes, par différentes techniques, de donner vraiment un temps de parole équivalent et une place équivalente à chacun des membres, qu'il soit ouvrier, qu'il soit comptable, qu'il soit commercial, qu'il soit bureau d'études ou patron. On est sur un principe d'équivalence. Là, il n'y a pas de chef. Il y a juste, on se met autour de la table, on discute et après on essaye, divergence, émergence, convergence, d'arriver à quelque chose. Et en amenant ça, ça nous a vraiment boosté sur un deuxième... ça nous a cassé un peu un plafond de verre et ça nous a permis d'accompagner davantage les directions des entreprises. Mais nous, on souhaite s'appliquer ce qu'on prône. Parce que c'est facile de donner des conseils, c'est facile de dire aux autres de changer. Mais quand on essaie de changer soi-même, c'est beaucoup plus dur. Donc du coup, le fait de s'appliquer les méthodes, ça nous permet d'être un peu plus conscient des forces, des difficultés, et peut-être un peu plus humble dans l'accompagnement qu'on a de nos clients, en ne disant pas « il n'y a qu'un faucon ». Mais c'est pour ça qu'on est beaucoup plus sur de la transmission de connaissances, donc de la formation, et non pas du consulting pur, juste ça. Encore une fois, le consulting n'est pas un sujet en tant que tel, mais comment on transmet, comment on emmène. Et donc ça veut dire que chez Sensenco, aujourd'hui, on travaille avec une organisation qui est extrêmement à plat. On est 13 aujourd'hui, on n'a pas de niveau hiérarchique, on est plutôt en mode d'avoir des cercles métiers, des cercles... métiers, on va avoir un cercle d'activité, on va avoir des cercles comme ça, et avec une base un peu sociocratique qu'on teste, parce que Sensenco est un laboratoire. Donc du coup, quand j'ai des décisions à prendre... tout dépend du niveau de décision. Mais pour des décisions qui me paraissent importantes, j'ai besoin en fait d'avoir le collectif et j'ai besoin et j'adore ces méthodes, j'ai besoin qu'on réfléchisse, qu'on chemine ensemble. Ce qu'on dit, par exemple, dans nos méthodes, c'est qu'il y a 3 niveaux. Lorsqu'on doit prendre une décision, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau informatif. J'ai pris une décision, j'ai le choix ou pas. Ça peut être une nouvelle réglementation, une nouvelle loi, une nouvelle chose, peu importe. J'ai pas le choix, donc je la pose et elle n'est pas négociable. En revanche, sur la manière, on peut faire des choses. Mais sur le principe, elle n'est pas négociable. J'ai une deuxième décision à prendre, et là je vais dire, tiens, en fait, comme je vous le dis, j'ai que ma vue à moi, j'ai besoin de soumettre le collectif. Mais je vais leur dire, ok, cette réunion, elle sera participative. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez augmenter ma réflexion grâce à toute votre expérience et toute la manière dont vous voyez la problématique de là où vous êtes, mais in fine c'est moi qui prendrai la décision. Par contre, je serai beaucoup plus rassuré parce que vous voyez, j'ai vraiment cette notion de vision beaucoup plus globale. Et le troisième, c'est collaboratif. Là, je vais avoir une décision à prendre et puis je me dis, finalement, pourquoi c'est à moi de la prendre ? C'est pas parce que moi je suis chef d'entreprise que je dois prendre toutes les décisions. On est un collectif, ce sont des adultes, on est grands, voilà, et je suis pas plus intelligent que les autres, encore une fois. Donc on va mettre en place ce système de réunion, d'intelligence collective, et on va se dire, à la fin, collectivement on prend la décision. Donc collectivement, on va assumer cette décision et on va la mettre en œuvre. Et ça permet quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on arrive avec une décision, encore une fois, on crée un changement. Changement crée du stress. Ça crée aussi ce qu'on connaît de dire moi j'aurais jamais fait comme ça, voilà, des gens qui vont pas être moteurs. Alors que quand on les implique dans la démarche, en fait, ils sont déjà dans la projection de l'avenir. Donc en fait, on a plutôt des ambassadeurs que des gens qui sont contre. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, dans l'accompagnement de nos clients qui veulent se digitaliser. C'est là aussi d'accompagner ça. C'est-à-dire, en fait, de quels outils digitaux vous avez besoin. Faites-nous remonter votre problématique, vos besoins, etc. Ensuite, on choisit un logiciel et on le met en œuvre. Forcément, ils vont être d'autant plus prêts à utiliser facilement l'outil qu'ils ont été quelque part onboardés et que l'outil correspond davantage à leurs besoins. Et comment... Alors, passionnant,
ce niveau. J'avais, pour être très franc, alors je suis à quelques podcasts et tu es le premier entrepreneur à m'expliquer aussi concrètement comment les gens font. Donc je trouve ça super. Comment on essaye de faire, en tout cas. C'est un long chemin. C'est un long chemin. On n'est jamais parfait, ça c'est sûr. Mais ça m'amène une question et j'ai l'impression de pousser un peu, mais je vais le faire parce qu'il faut. C'est comment tu décides à quel niveau tu prends la décision. C'est-à-dire, parce que, comme on sait, hein, en tant que dirigeant, tu as des décisions pas plus ou moins compliquées, mais qui ont plus ou moins des implications. Parfois, je vais prendre un exemple très, très justement pour avoir un peu cette information, c'est parfois des décisions RH où il faut renvoyer quelqu'un ou pas. Ou des décisions plus stratégiques, dire voilà, est-ce qu'on développe un produit, un service, machin, voilà. Comment tu décides toi en tant que chef d'entreprise de dire ok, là je vais prendre la décision et je vais l'appliquer, ou plutôt ton système numéro 1, ou on va parler tous ensemble et on va tous prendre la décision, ou alors le système intermédiaire. Alors comme j'ai dit, on passe à une certaine taille, il faut créer un CSE, c'est un de nos nombreux sujets du moment, c'est une obligation. Oui. Donc voilà, maintenant on va réunir, on va regarder si on peut réunir l'équipe ou si il faut creuser ce sujet, se faire accompagner potentiellement avec quelqu'un du social, mais on va dire comment on va créer ce CSE. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est informatif, on le crée, c'est une obligation, et ensuite on verra si ça doit concerner tout le monde, parce qu'on ne peut pas réunir tout le temps tout le monde, et il y en a qui n'ont pas envie de participer à tous les échanges et à prendre toutes les décisions. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que décider n'est pas si simple que ça. Donc là d'abord, moi j'ai la chance, très très grande chance, de copiloter une entreprise. Je suis avec Alban, elle est associée, c'est extrêmement important pour moi d'avoir toujours cet échange, cette communication, cet effet miroir qu'on se fait. Et puis on a un troisième associé, Laurent Raison, qui est là plutôt extérieur, plutôt qui a un très gros passé de création et de management d'entreprise. Donc il nous apporte son regard un peu méta, un peu macro. Donc il y a ces points-là. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que on n'a pas tous les mêmes caractéristiques. Certains, en tout cas c'est ce que j'ai appris ou c'est ce que j'ai cru comprendre, certains ont une vision très éloignée, ils sont, on pourrait dire visionnaires, peu importe, et ils voient loin, et d'autres sont paumés avec ça, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de factuel, ils ont besoin d'agir au quotidien. Et c'est là où en fait on va se dire, est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui a besoin de concret, qui a besoin de cadre, qui a besoin de choses très, très, très pragmatiques, de réfléchir à la stratégie de l'entreprise? Non. Donc, ils nous font confiance. Ils ont besoin de nous qui sommes peut-être plus visionnaires, qui avons des convictions profondes, qui mouillons le maillot aussi très fortement et depuis l'origine, pour dire on va là-dedans, on va là-dedans. Par contre, encore une fois qu'on a posé ça, on peut très bien se dire là on y va, et puis c'est décidé, parce que je sais que vous comprendrez peut-être pas, mais ça j'assume, c'est ma conviction profonde, donc on y va. Ou alors on va là-bas, maintenant je ne sais pas par quel chemin on va y aller, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est plutôt, par exemple, ce type de choix qu'on fait pour dire on implique tout le monde ou on n'implique pas tout le monde. De la même manière, on va prendre, je sais pas, une décision sur un outil techno, on va dire, on va créer un groupe projet, et on va dire à ce groupe projet, voilà le cadre, voilà ce qui est informatif. Ça, c'est votre contrainte, vous devez faire avec. Et puis, décidez, vous, comment regardez dans l'équipe qui sont vos clients, vos fournisseurs. Et une fois qu'on a posé ça, ils sont responsables, ils ont la liberté de pouvoir faire les choses. C'est plus forcément à nous de nous en occuper. Ça doit être vachement valorisant. Enfin, c'est vachement valorisant, parce que quand tu es dans une entreprise et que tu as ce niveau de confiance, parce qu'il y a un certain niveau de confiance à avoir dans ses collaborateurs, moi je le vis aujourd'hui un peu dans mon entreprise, parce que mon patron me fait beaucoup confiance, donc ça c'est top, mais je peux que attester que quand on a ce niveau de confiance, on est plus impliqué dans l'entreprise et donc on a cette volonté. Parce qu'aujourd'hui vous êtes 13, comment tu imagines ça, parce que je suis quasiment sûr que c'est applicable à 1000? Très bonne question. On est très pragmatique, comme on l'a dit. Pour l'instant, on a des réalisations, on a des clients qui ont vraiment fait des très très belles choses. On sait que c'est possible.
avec des entreprises, des PME de plus grande taille. Okay. 1000, je sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour faire ça, il faut que la direction, la dirigeante, le dirigeant soit absolument convaincu. Ça ne peut pas se faire sans lui. Sans elle, c'est la culture de son entreprise, c'est son ADN, c'est en lui, c'est en elle. Donc d'abord, il y a ça. Nous, des dirigeants d'entreprises de 1000 personnes, on n'en fréquente pas. Ouais. On est beaucoup plus sur des entreprises locales, d'une taille qui va être de la TPE à la grosse PME. Donc j'aurais du mal à répondre à cette question. Il y a de la littérature autour de ça, il y a eu différents ouvrages qui ont été faits autour de ça. Moi, ma conviction, c'est que il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est capable de faire à 13, on ne pourra pas le faire à 1000. Par contre, on peut avoir une ADN commune. Maintenant, il faut l'adapter justement. Si on est 1000 en industrie et si on est en 1000 dans une entreprise d'IT, est-ce que c'est la même chose? Donc, c'est pour ça que je ne sais pas répondre à la question, je ne veux pas y répondre. Par contre, comment on peut contribuer à faire? Et puis, l'entreprise, c'est prendre des risques, c'est oser faire des choses, c'est un chemin. En fait, il n'y a pas de destination. Et ce que je trouve merveilleux, c'est justement le fait de dire, allez, on va essayer d'aller là, et puis là, on n'y arrive pas, on est dans un cul-de-sac, donc on fait marche arrière, on repart là-bas, etc. Par contre, le faire tout seul dans son coin ou dans sa tour d'ivoire est difficile, ça doit être lourd à porter, alors que justement quand on peut s'appuyer sur d'autres qui tentent des choses comme ça, et c'est pour ça que la plupart des actions que nous on fait chez Sensenco, c'est de l'inter-entreprise comme je l'ai dit, parce que c'est au fond de nous, et donc au-delà de ce que nous on emmène des choses, mais on a aussi énormément d'entreprises ou de managers ou de dirigeants qui travaillent ensemble. Je vais donner un exemple. Alors ça ne répond pas exactement à la question des 1000, mais tu vas voir qu'il y a quand même un fondamental qui peut être transposable. C'est que quand on a lancé cette démarche d'amélioration continue avec les lean managers, ça me rappelait un petit peu quand je faisais de l'instrument, je voulais faire des instruments, on m'a dit tu vas commencer par le solfège. Moi je veux faire de l'instrument. Oui, mais tu commences par le solfège. Ah oui, mais comment on peut pas? Le lean c'est pareil, c'est-à-dire, en théorie le lean c'est facile. Et puis après, quand je suis confronté à la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, on a dit, on va faire sur les 16 jours, aujourd'hui c'est 20, on va faire la moitié qui seront sur entre guillemets, des apports théoriques, même si on le fait de manière très très dynamique dans notre pédagogie, et l'autre moitié, ça sera de la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle chez nous un Gemba Walk. Donc Gemba, c'est là où se passe l'action, ou là où il y a le problème en japonais, et Walk, c'est la marche. Et donc, on le fait en inter-entreprise. C'est-à-dire que dans chacune des entreprises qui est intégrée dans ce groupe de formation, on va leur dire, ok, on a 3-4 jours de formation théorique pour commencer à se mettre dedans. Le 4e jour, on parle de la résolution de problèmes. Et ensuite, on va dans une des entreprises du groupe. Une fois qu'on va dans l'une des entreprises du groupe, on dit, on va regarder ensemble où est-ce que tu as un problème. Donne-nous un problème, par exemple. Donc, il nous explique un problème. On va sur le terrain. Et là, chacun doit apprendre à voir le problème. Donc, on va poser des questions aux gens, les opérateurs, les employés, en disant, on leur pose des questions. Parce qu'on ne sait plus forcément poser des questions. Hein, on a d'ailleurs sorti une formation sur l'art du questionnement, parce qu'on entend trop souvent des questions, ne crois-tu pas qu'il faudrait que tu fasses ça? Bon, c'est pas la question la plus puissante. Un peu orientée. Donc voilà, alors que quand je pose une question à quelqu'un que je ne connais pas, je vais peut-être prendre conscience que je vais la poser un petit peu différemment et qu'il faut qu'elle soit plus ouverte, par exemple. Donc, pendant une heure, on pose des questions aux employés dans la vraie vie, sur leur terrain, sur leur travail. Et c'est des questions autant sur leur stress que sur leur fierté, sur qu'est-ce qu'ils aiment dans leur travail, mais aussi où sont leurs difficultés. Et nous, on note soit d'un côté les bonnes pratiques, qu'on va ramener, ça sert à rien de les réinventer. Si notre entreprise est juste à côté, on peut très bien s'en inspirer pour la mettre en œuvre. Et puis on va noter aussi tout ce qui nous interroge, tout ce qui nous pose problème, etc. Ensuite on revient en salle, et puis là on va travailler l'après-midi en 2 groupes sur, il y a telle problématique qui émerge d'un côté et telle problématique qui émerge de l'autre. Donc du coup les stagiaires en fait, de notre formation vont se diviser en 2 groupes et vont mettre en application ce qu'ils ont appris dans les formations théoriques. Déjà, ils adorent, parce qu'on est sur le terrain, parce que c'est pragmatique, etc. Mais regardez la démultipliée que ça comporte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait ça, chacun rentre chez lui en disant il y a telle ou telle bonne pratique, et tiens, j'ai posé des questions sur tel sujet, il faudrait peut-être que je regarde comment ça se passe chez moi. Donc finalement, on pourrait très bien dire, dans un maillage territorial de circuits courts, on va dire, mettons les entreprises ensemble, faisons-les se visiter les unes les autres, apprendre des uns et des autres ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait pas, ce qu'ils ont mis en œuvre pour que ça fonctionne, etc. Et ça, c'est démultipliable dans des entreprises de 1000 personnes. Donc, c'est toujours pareil,
il y a probablement à faire des choses en s'inspirant de nos voisins. Il y a ce que alors, j'avoue que ma question était volontairement un peu piquante parce que je savais que c'est toujours pas la même chose, mais ce que j'entends et ce que je comprends en fait, c'est que c'est toujours en allant, en s'inspirant des autres, en voyant ce que font les autres et en posant des questions avec d'autres personnes, et qu'on va apprendre d'eux. Et donc du coup, qu'on soit dans une même entreprise ou dans des entreprises différentes, enfin une entreprise avec des services différents, ça a peu d'importance en fait. Ah, ça a vraiment aucune importance. Au départ, les personnes nous disent « ouais mais nous c'est pas pareil ». Et à la fin ils nous disent « ah c'est marrant, on a les mêmes problèmes ». Mais évidemment. Il est formulé autrement. Exactement. Et puis, si on ne réunit que des pairs, quelque part il y a un biais. Parce que, et encore, à l'époque, je le faisais dans la filière automobile, on n'a jamais eu de problème de concurrence. Mais le risque, c'est de faire des copier-coller. Copier-coller, c'est aucune intelligence. Si des entreprises de services vont visiter une usine et que c'est la première fois qu'elles rentrent dans l'usine, on leur demande de réfléchir au process de production. Et leur dire, ok, eux, ils ont un process de production qui les emmène à fabriquer des pièces. Toi, tu as un process de production qui t'emmène à fabriquer des dossiers. Toi, tu as un process de production qui t'emmène à fabriquer du code et des logiciels. Mais il y a des points communs. Et si vous allez bien, et si on vous accompagne peut-être bien à comprendre la substantifique moelle des choses, alors elle est transposable. Mais je crois que fondamentalement, l'homme, avec un grand H, a besoin des autres. On ne peut pas vivre tout seul, je crois. Donc c'est plutôt, là encore, la société actuelle qui nous enferme, qui nous parle de concurrence, qui nous parle de plein de choses. Oui, bien sûr qu'elle existe, on est dans ce monde-là. Et pourtant, on peut ouvrir les portes, on peut faire, j'aime bien citer Zobrist, qui est quelqu'un qui avait emmené dès les années 80 son entreprise à s'inventer autrement. On peut faire rentrer le dehors dedans et faire sortir le dedans dehors. C'est le principe des réseaux, mais nous on le fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les chefs d'entreprise sortent, nous on fait sortir les opérationnels dans d'autres entreprises, ils adorent. D'ailleurs, le premier groupe qu'on avait lancé en 2009, on avait lancé ce système de Gemba. Une fois qu'ils ont fini leur parcours, qui durait à peu près 1 an et demi, 2 ans, ils nous ont dit, mais ok, donc la formation est finie, mais on va plus se voir, on va plus faire des Gemba. Et donc depuis 2010, on a une session de Gemba qui est indépendante des formations. Et j'ai encore des clients qui étaient avec nous dans les premiers groupes, Cédric, David, etc., qui sont là tous les ans, ou pas tous les ans, parce que des fois ils peuvent pas, parce qu'ils changent d'entreprise, ou parce qu'ils ont un ERP, ou parce qu'ils ont plein de choses. Mais par contre, ils sont extrêmement fidèles. Et donc, 15 ans après, ils sont encore avec nous. Ils se disent 2 choses. 1, c'est un terrain d'entraînement. C'est-à-dire que je continue à aller sur le terrain, humblement, je ne sais pas tout, il faut que mon esprit soit tout le temps en train de cogiter, etc. Et 2, ça me fait plaisir, moi qui suis peut-être un peu plus avancé, parfois ils sont experts, mais ils ne le disent pas, moi qui suis un petit peu plus avancé, eh ben, j'ai l'impression d'offrir, j'ai l'impression d'aider, j'ai l'impression de donner ce qu'on m'a donné à l'époque, et j'ai l'impression d'aider le territoire. Et ça, je trouve ça formidable. C'est une très belle démarche et pareil, moi je vais reboucler, c'est sur les réseaux d'entrepreneurs où j'ai vu ça, j'ai assisté à des parrainages de grands entrepreneurs, d'entrepreneurs expérimentés qui sont arrivés, qui prennent des jeunes entrepreneurs et leur disent ça, fais-le, tu vas te planter, mais tu vas apprendre. Et ils sont pas là pour dire non, ne le fais pas. Ils disent attention, tu vas faire ça, bon, moi je te le recommande pas, mais tu vas te planter, c'est sûr. Si tu réussis, c'est très bien, mais tu vas certainement te planter. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça admirable. C'est ça, c'est soit j'ai réussi, soit j'ai appris. En fait, je me trompe pas. Pourquoi on sait marcher? Parce qu'on s'est relevé une fois de plus qu'on est tombé. Pourquoi on sait faire du vélo? Pareil. Pourquoi on sait faire du ski? Pareil. Pourquoi on sait faire de la musique? Pareil. C'est quand même intrinsèquement ce qui nous permet la meilleure éducation quelque part on peut avoir. Il se passe quoi à l'école? Quand on se trompe? On est sanctionné. C'est étonnant. Donc du coup, ça veut dire que j'ai une personne dans l'équipe, Samuel, qui disait un jour on est un peu le SAV de l'éducation nationale. Donc c'est évidemment très présomptueux, mais ça veut dire qu'il faut de temps en temps revenir aux bases et se dire on a été un peu formaté. Je le disais pour l'école de commerce, mais ça commence beaucoup plus tôt, et pas dans toutes les écoles, et loin de tous les profs. Il y en a énormément qui essaient de faire des belles choses, mais néanmoins, on passe quand on est tout petit de la coopération, parce que naturellement, vous mettez des enfants ensemble, même s'ils ne parlent pas, ou même s'ils ne parlent pas la même langue,
ils communiquent ensemble, parce qu'on sait très bien que le non-verbal, c'est 90% de la communication. Ensuite, on rentre en école primaire, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'a plus le droit de bouger, on est à la même table, on va avoir des notes. Et des notes, on rentre à la maison et on dit papa, maman, j'ai eu 12. Ok, et la moyenne de la classe, c'est quoi? Et les autres, ils ont eu combien? Et donc, on voit que ce système de compétition, en fait, rentre à ce moment-là. Et quelque part, on pourrait revenir à quelque chose de plus coopératif. C'est ce qu'Alban apporte énormément dans l'entreprise Sensenco et chez les clients, d'oser. C'est notre mission, enfin c'est notre raison d'être, c'est oser ouvrir le champ des possibles pour tester des chemins différents. Et donc c'est effectivement déconstruisons un peu un certain nombre de représentations qu'on a pour se permettre d'oser faire des choses. De toute façon, le monde change tellement, il est peu probable qu'en faisant plus de pareil, on aura des résultats différents. Donc oui, ose, tente, et entreprendre, c'est prendre des risques. Donc prends ton risque, et t'es pas à l'abri que ça marche. Et si ça marche, tu auras peut-être découvert une voie que tous les autres n'auront pas découvert parce qu'ils se seront dit non, ça marchera jamais, comme disait la fameuse pub Renault dans les années 90. Et du coup, je vais profiter, ça va être ma dernière question, comme ça, parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets. Alors, d'habitude, je pose la question, c'est quelle a été ta dernière décision difficile? Sauf que là, je vais un peu la changer, je vais plutôt la changer en collectif. Parce que du coup, vous prenez sûrement beaucoup de décisions en collectif. Quelle a été votre décision la plus difficile, la dernière la plus difficile? La décision collective la plus difficile. Alors, est-ce que c'est difficile en termes de méthodo? C'est-à-dire, est-ce que c'est difficile en termes de processus pour arriver à ça? Ou est-ce que c'est difficile parce que c'était un enjeu stratégique? Je vais plus dire en termes de méthodo. Alors clairement, la situation la plus difficile qu'on a eu à faire en collectif, c'est un changement d'outil informatique. Ok. Et on n'est toujours pas sorti. Du coup, on est un peu sur deux systèmes et il faut qu'on continue à travailler. Et ça fait partie des sujets où on doute toujours, même si on connaît des méthodes, même si on maîtrise des méthodes. Encore une fois, on essaie d'être extrêmement humble parce que c'est pas la panacée. Aujourd'hui, on a dupliqué des systèmes, peut-être parce qu'on n'a pas été capable de choisir, parce que le processus n'a pas été assez puissant, parce qu'il y avait des personnes qui étaient là depuis peu de temps dans l'entreprise, parce que voilà, tout un ensemble de choses, mais on n'est pas encore bien comme il faut. Donc c'est un gros chantier parce que du coup ça génère des désagréments, des coûts et des pertes de temps. Et quand on s'applique ce qu'on prône, c'est-à-dire de l'amélioration continue qui vise à éviter tous les gaspillages, là on est vraiment dans du gaspillage. Néanmoins, et par rapport à ce qu'on venait de dire, on aurait pu là aussi dire toi t'es compétent, tu choisis. On essaie toujours de prendre du recul avec Alban, avec l'équipe, et de se dire ok, ça nous coûte, ok, ça nous embête au quotidien, mais apprenons nos erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? C'est ça qui est parfois difficile, notamment dans un monde dans lequel il y a une réalité économique qui fait qu'à la fin de l'année, il faut qu'on ait des résultats positifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans un moment où on sait qu'on n'est pas bien, on sait que le résultat, on ne sait pas s'il sera positif à la fin de l'année, naturellement, on va reprendre le manche. C'est ce qui s'est passé pour le Covid. Sous stress, on reprend le manche. Là, la difficulté pour nous, c'est d'accepter, de continuer à se tromper. Ça fait 1 an qu'on bute sur le truc. On trouvera une solution, on sortira grandi de ça. Et encore une fois, vis-à-vis de nos clients, oui, il y a des moments où trop faire en collectif, ça peut être une question, si c'est mal maîtrisé, si on a mal débuté, si on n'a pas suffisamment donné sens, etc. Mais c'est un merveilleux apprentissage et on aura tous grandi grâce à ça. Tu vois, tu as répondu à ma question souvent, parce que c'est souvent pas ma dernière question, mais quels sont les apprentissages? Et j'en suis très heureux et merci pour cette réponse tout à fait honnête. Parce que
C'est pas souvent qu'on ose dire on se l'applique chez nous, mais bon, ça marche pas aussi tout le temps, donc voilà. C'est la vraie vie, ouais. C'est la vraie vie, et quelque part, on développe aussi des modules de formation autour de la connaissance de soi, autour de, par exemple, pendant le Covid, Alban a développé un module autour de décrypter les émotions. En fait, c'est quoi nos émotions? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Elle est passionnée des neurosciences, et on se dit, finalement, le Covid génère des émotions, on se retrouve à la maison, on ne sait pas ce qui va se passer, on est interdit de travailler, etc. Waouh, il y a des émotions dans tous les sens. On fait un module, puis si ça intéresse nos clients, tant mieux, ils pourront le prendre. Mais d'abord, faisons-le quelque part pour nous. Donc tu vois, on est vraiment là-dedans. Bon, il se trouve, et c'est assez marrant, que ce module est assez peu consommé par nos clients. Peut-être parce qu'ils ne voient pas encore le lien qu'il y a entre la performance et l'émotion. Sauf que si on regarde un petit peu, avec un peu de hauteur, on se dit, si on se crie dessus, si on ne peut plus se parler, si on a coupé les relations, on ne peut pas avoir de performance. Donc l'émotion, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est intrinsèque à l'humain. Pourquoi mettre son mouchoir dessus? Il y a une entreprise à la Palmerelle, avec Sophie, qui dit aujourd'hui, dès que j'embauche quelqu'un, elle a formé toute son équipe à ça, dès que j'embauche quelqu'un, il passera ce module-là. Ça fait non seulement un team building, mais ça nous permet aussi de mettre en place cette vraie culture de communication non violente. Donc là aussi, pour arriver à faire ça, il faut que nous, dirigeants, et il faut que nous, collaborateurs, travaillons sur nous-mêmes pour accepter, parce qu'encore une fois, sinon ces situations-là peuvent créer des vraies tensions, de l'énervement ou envie de tout balancer parce que ça fait 1 an que ça marche pas. Donc cet échec nous apprend sur nous et nous oblige à continuer à travailler sur nous. Je trouve que c'est un très beau message aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui pour moi doit être diffusé, de l'apprentissage des erreurs et tout ça. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci pour ces éléments, merci pour ton temps. Et puis j'espère on a sûrement encore plein de sujets à couvrir. Probablement. On est tous très bavards et sur ces sujets. Passionnés. Donc potentiellement un deuxième podcast, on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup de ton temps. Et puis j'espère que tu as pris du plaisir à ce podcast. C'était un grand plaisir. Et puis si ça peut contribuer à faire avancer les choses, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.